Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, un hélicoptère de type écureuil de l'armée guinéenne s'est écrasé ce matin au large de Conakry avec 2 membres d'équipage à bord. Les causes du crash ne sont pas encore connues. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 membres de l'équipage selon le ministère de la Défense. Précision à suivre dans un instant. Les résultats du baccalauréat unique session 2019 viennent d'être rendus publics par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le taux d'admission cette année est de 24,38%, un chiffre qui fait froid au dos. Nos équipes ont rencontré des admis enthousiasmés, mais aussi des analystes pour comprendre les raisons de cet échec. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, nous ferons un détour sur le marché de bétail à l'approche de la fête de Tabaski. Et vous allez le voir, le prix des moutons enregistre une hausse, de quoi inquiéter des clients rencontrés sur place. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. À l'entame, un hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air guinéenne s'est écrasé au large de Conakry avec 2 membres d'équipage dans la matinée de ce mardi 6 août. Selon nos informations recueillies sur place, des recherches sont en cours pour secourir l'équipage. La zone est quadrillée par les forces de l'ordre. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Un hélicoptère des forces armées guinéennes finit son parcours derrière cet hôtel de la commune de Kaloum. L'accident s'est produit aux environs de 10h30. Sitôt informés, quelques membres du gouvernement ont investi le lieu. Le drame a créé la stupeur et l'émoi chez les habitants. Cette dame a vu la scène avant d'avertir la police routière. Moi, j'étais là, je parle avec mon mari. En ce moment, je suis en train d'installer mes habits. Comme je suis rentrée ici mouillée, j'ai vu Élise venir. J'ai crié, j'ai dit à mon mari, moins 5 Élise n'est pas descendu sur les tôles là-bas. Il me dit, il ne faut pas crier sur mes oreilles comme ça. J'ai dit, ça c'est grave. Il me dit, non, c'est comme ça qu'il travaille. J'ai dit, non, ça, s'il n'a pas fait attention, il va descendre dans l'eau. Après, il est venu jusqu'au milieu de moi ici. Après, il est descendu encore, j'ai crié encore. Il est remonté encore. Quand il est remonté, il est parti. Quand il est reparti, après, j'ai dit à mon mari m'a demandé est-ce qu'elle est partie. J'ai dit oui, elle est montée, mais elle n'est pas bien montée. Après, on est en train de parler encore. Il est venu à Massarière encore. Il voulait tourner sa tête, il est tombé dans l'eau. J'ai crié encore. Pour le moment, l'on ne sait d'où venaient ces 2 militaires. Ils étaient dans quel cadre de mission? Leur déplacement était-il favorable aux conditions climatiques? Ce que l'on sait, la Marine nationale s'est immédiatement déployée sur les lieux du crash pour mener les recherches avec une équipe de plongeurs sauveteurs. Des recherches qui se poursuivent activement selon un communiqué succinct du ministère de la Défense nationale. Sur place, l'accès est bloqué aux journalistes. L'hélicoptère serait toujours dans l'eau. Des embouteillages se créent aux alentours sous une pluie battante. Et puis cette information de dernière minute, on connaît désormais l'identité des 2 membres de l'équipage. Il s'agit du colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sekou Kondé, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale qui dit employer des moyens pour retrouver les 2 officiers portés disparus lors du crash. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce crash d'hélicoptère de l'armée de l'air guinéenne. Un autre drame à Conakry, un naufrage a causé la mort de 3 pêcheurs dans la nuit de samedi à dimanche au port de Kaporo. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Après plusieurs recherches, les corps des 3 hommes ont été retrouvés à des endroits différents. Reportage André Moussi Milimono, Yacouba Traoré. C'est dans cette pirogue que ces 3 pêcheurs ont embarqué ce lundi pour aller pêcher en mer, mais ils ne sont plus jamais revenus. Un premier corps a été retrouvé sur place au port de Kaporo, un deuxième à la plage de Roubané et le 3e corps à la plage de Tayaki. Selon un responsable au port de Kaporo, les 2 pêcheurs seraient retournés chercher leur filet coincé par les algues, ce qui est à l'origine de ce drame. C'était le samedi matin, ils sont sortis pour la pêche.
Vous savez, pendant l'hiver, nous avons des algues de mer qui viennent dans nos eaux. Donc suite à ça, ces algues-là se sont mises dans leur filet. Vouloir ne pas laisser le filet, se sont mis à ramasser les algues et le filet, mettre dans leur barque. C'est en cours de route qu'il y a eu le naufrage. Les parents des victimes sont inconsolables. Les autorités du port sollicitent que l'État prenne des mesures pour la sécurité des pêcheurs artisanaux en mer, en apportant beaucoup plus de gilets de sauvetage et surtout de procéder à la formation des pêcheurs artisanaux. Nous allons demander à l'autorité d'organiser des séances de formation de sécurité en mer pour les pêcheurs artisans. Ce n'est pas la première fois. L'année surpassée, on a reçu encore 2 pertes dues aux algues là. Cet autre naufrage vient rallonger la liste des drames enregistrés en mer malgré les dispositions sécuritaires prises par les autorités en charge de ce secteur. Les corps des 3 pêcheurs ont tous été inhumés ce mardi à Conakry. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire a rendu public hier lundi les résultats du baccalauréat unique session 2019. Cette année, le taux d'admission est de 24,38% à l'échelle nationale, un taux faible contrairement à l'année passée où il se situait à 27%. L'une de nos équipes a fait un tour dans la commune de Dixine qui a enregistré un taux d'admission faible. Le constat avec Mariam Foudé Camara. Ils étaient au total 1339 candidats inscrits, dont 565 filles dans la commune de Dixine. 1258, dont 535 filles, ont composé dans les différentes options. Seulement 293, dont 119 filles, ont eu leur baccalauréat dans toutes les options, soit un taux de pourcentage de 23,29%. Le directeur communal de l'éducation fait l'état des lieux. En sciences sociales, nous avons eu 25,85%, 181 admis. En sciences maths, nous avons eu 79 admis, dont 18,99%. Et en sciences expérimentales, nous avons eu 33 admis, dont 23,23%. Ce taux de 23,29% est en dessous du taux de réussite, contrairement à l'année dernière où il était estimé à plus de 27%. Le DCE explique la situation par le manque de sérieux des élèves d'une part, le manque de qualification de certains enseignants et le manque d'encadrement des enfants par les parents. Cette année, nous avons eu 23,29%. Le sérieux a manqué à certains niveaux, la qualification a manqué à un second niveau, et l'encadrement aussi a manqué à un 3e niveau. Le directeur promet un encadrement de rigueur et une formation des enseignants. À notre niveau, nous aussi, on ne manquera pas de faire un encadrement très serré pour donner un certain avantage à la formation l'année prochaine. Et nous prendrons en tout cas toutes les dispositions au point de vue formation pour relever le niveau. Ce sont au total 90 050 candidats, dont 33 384 filles qui ont composé. Seulement 21 959, dont 6 849 filles, ont été admises, soit un taux d'admission de 24,38% à l'échelle nationale. Restons dans le même registre avec cette fois-ci un coup d'arrêt sur des candidats admis. Ils ont 19 ans, tous deux premiers de la République respectivement en sciences sociales et mathématiques. Ces deux élèves viennent des mêmes quartiers, Tombolia. Ce matin, notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Des félicitations et des scènes de liesse dans leurs différents établissements ont marqué la journée. Alseni Bari, Alseni Kamara. Son nom figure au sommet de cette liste. Hawa Madi Sakou, 19 ans, est le premier de la République en sciences sociales. Ce matin, dans son établissement, il est accueilli triomphalement par ses condisciples. Et pourtant, sa formation, il la doit aux écoles publiques. Car ce n'est qu'en terminale qu'il a rejoint son école, Cheikh Abdul Kaba. Les écoles publiques, il y a la formation là-bas, mais au fait, il n'y a pas assez d'encadrement. Je voudrais que l'État sollicite auprès des écoles publiques qu'ils viennent au fait en aide aux écoles publiques. Issu d'un foyer modeste, il est le 4e d'une famille de 9 enfants. Son père,
certes surpris, nous a confié qu'il s'attendait tout de même à un exploit de son fils parmi les 10 premiers de la République. Il faisait la révision 24 heures sur 24. 24, moi-même j'avais demandé d'arrêter. J'avais peur qu'il ne faut pas qu'il sera surmené. Donc là où il est comme ça, il a cherché. Et puis même à l'école coranique, il était toujours premier. Dans le même quartier de Tombolia, le premier en sciences mathématiques, timide, avec un courage de guerrier, la jeune pépite de 19 ans a bel et bien mérité son rang. Dès les vacances, je me suis fixé d'être lauréat et si c'est possible d'être premier de la République. Donc je me suis fixé ces objectifs-là, j'ai travaillé dans ce sens-là, j'ai cherché des professeurs talentueux, j'ai parcouru, j'ai parti dans des groupes de révision à Kipé, c'est Mécénasa, j'ai parti à Cité, c'est Grand Djibril, j'ai parti dans tout le quartier. Ces futurs étudiants doivent également leur excellent classement à leurs encadreurs. À chacun sa méthode et son style. Le but, avoir dans son groupe le premier de la République. Les 4 dernières années, j'ai souvent des lauréats au baccalauréat, mais je n'avais pas les premiers. Donc je cessais à avoir un premier quand même de la République à partir du système que j'ai mis en place en constituant des classes élites. Donc il y avait les classes élites où tous les meilleurs se regroupaient, les moyens étaient dans la deuxième salle et les faibles sont dans la dernière. Il y a des professeurs ici qui ont étudié en France, tels que M. Daouda. Il y a des professeurs, le professeur de philosophie ici, M. Boubacar Sané, il a été premier de la République du test des enseignants. Dernier test de recrutement des enseignants, il a été premier, il est là avec moi. Voilà, il y a M. Bailo, professeur de mathématiques au lycée d'excellence qui nous accompagne, M. Mondekeno, prof d'anglais qui nous accompagne. Avec ce taux de 24,48%, ces deux jeunes représentent la crème intellectuelle du système éducatif guinéen. Selon les dernières informations, le premier en sciences expérimentales vient de Sigiri. 24,38% est le deuxième taux le plus faible depuis 2011, un pourcentage qui fait froid dans le dos. Certains analystes pensent que ces résultats reflètent exactement le niveau de l'élève guinéen. Quelles sont alors les raisons d'un tel naufrage? Analyse à suivre dans ce reportage signé Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara. Le suspense est enfin levé. Les résultats du bac unique session 2019 sont tombés dans la soirée du lundi 5 août dernier, après environ 5 heures d'attente. Comme on pouvait s'y attendre, les larmes ont coulé, cette année encore. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir 24% d'admis capables plutôt d'avoir 70% d'admis et plus de la moitié, avec plus de la moitié ne sachant pas bien écrire, pas bien s'exprimer et n'ayant pas le niveau quand ils sont en université. C'est dommage, aujourd'hui le constat sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup d'universitaires qui ont eu le bac il y a une dizaine d'années, qui ne savent pas ni faire un CV, ni écrire, ni se comporter. Certains analystes, contrairement à l'opinion publique, ne sont pas surpris. Ils pointent plutôt du doigt les grèves répétées et le manque de suivi des élèves. Ceux qui ont été négligents se sont mis à se balader dans la rue, à suivre les politiciens, à suivre les syndicalistes, et du coup, ils n'ont pas eu le bac. J'espère que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le bac. Donc, on ne peut pas dire à 100% que c'est parce qu'il y a eu trop de grèves, mais quand il y a la grève, on va prendre un répétiteur, on se remet à la maison, on essaye de rattraper. Et ça, c'est le rôle des parents, d'amener leurs enfants, plutôt qu'à suivre les politiciens ou les syndicalistes, à rester à la maison et à se concentrer sur les études. Après cette catastrophe nationale, certains candidats malheureux tenteront de migrer vers l'enseignement technique. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir, ils viennent parce qu'ils ont échoué. Alors que depuis quelques années, les jeunes venaient vers l'enseignement technique parce qu'ils étaient séduits par le système d'enseignement technique, le dispositif de formation professionnelle. Les résultats globaux de cette année scolaire devraient interpeller les élèves et tous les acteurs du système éducatif guinéen. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA n'a pas vécu le temps du socialisme révolutionnaire. Son retour de la Corée du Nord lui procure plus d'énergie pour s'engager davantage pour aborder les prochaines échéances électorales. Il donne aujourd'hui raison au premier président de ce parti, camarade Ahmed Sékou Touré. Le reportage est signé Malik Sandiana Kamara, Gono Monemu, Ibrahima Souri Sengsouma. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA n'a pas vécu le temps du socialisme révolutionnaire. Son retour de la Corée du Nord lui procure plus d'énergie pour s'engager davantage pour aborder les prochaines échéances électorales.
Il donne aujourd'hui raison au premier président de ce parti, camarade Ahmed Sékou Touré. Nous revenons de la République populaire démocratique de Corée avec un niveau d'engagement très élevé à faire triompher le PDG-RDA en République de Guinée et le SADI en République du Mali. Donc c'est des sentiments que nous avons à travers toutes les visites que nous avons pu voir. Et comme je le disais tantôt, moi tout jeune, je n'ai pas connu pratiquement le socialisme révolutionnaire de 58 à 84. Et à travers cette visite, j'ai pu découvrir les faits matériels de la force socialiste. Ce qui, moi, me réconforte dans ma conviction, ce qui me réconforte également dans mes ambitions à faire triompher cette idée révolutionnaire basée sur le nationalisme panafricain et y compris le socialisme. Le secrétaire général par intérim du parti croit que le socialisme révolutionnaire pourrait revenir en Afrique. Pour lui, le système capitaliste doit céder la place à celui socialiste. Le modèle du PDG RDA est la Corée du Nord, mais il compte le faire en fonction des réalités culturelles guinéennes. Quand nous parlons du socialisme, ce n'est pas du socialisme certes comme la Corée. Nous l'avons dit très clairement que le socialisme que nous allons pratiquer en fonction de nos particularités et de nos réalités culturelles positives. Le PDG RDA se prépare pour la présidentielle de 2020. Son secrétaire général par intérim est optimiste. Il prédit déjà la victoire. Nous avons déjà fait un détournement lors des élections communales passées et ça va être la même chose. Parce que comme le camarade Mohamed Touré le disait la dernière fois, le 28 septembre 1958, nous avons fait des miracles. Le 22 novembre 1970, on a été agressé, nous avons fait des miracles. Et 2020, le PDG également fera un miracle. L'Union des rassemblements démocratiques a présenté une demande d'audience au président Alpha Condé pour son implication dans le dossier Mohamed Touré, le secrétaire général du PDG RDA, jugé et condamné aux États-Unis pour esclavagisme. Dans l'actualité encore, le ministère des Pêches et de l'Aquaculture vient de bénéficier d'un appui technique du gouvernement japonais et des partenaires au développement. Des engins roulants, des outils informatiques sont mis à la disposition de l'Agence nationale de l'Aquaculture de Guinée. L'objectif est de promouvoir la pisciculture en Haute-Guinée. Malik Sandiana Kamara. Les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kankan sont dans un besoin d'approvisionnement en produits halieutiques. Le constat a été fait par les cadres du ministère des Pêches et les partenaires au développement. Pour contribuer à l'amélioration de cette insécurité alimentaire et nutritionnelle, le Japon dote le département des pêches de 15 motos, un véhicule et des outils informatiques. Ce projet met en pratique un des objets du Plan national de développement économique et social 2016-2020 de la Guinée, qui est de développer le potentiel économique halieutique, de conquérir, atteindre la sécurité alimentaire et de contribuer à l'augmentation des exportations de la Guinée. Il s'inscrit également dans les piliers formulés lors de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La question de l'aquaculture est une question importante en ce sens qu'elle doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Des études ont montré que la Haute-Guinée est une zone où la précarité au niveau de la couverture en termes de sécurité alimentaire était importante. Ces engins roulants et outils informatiques vont permettre à l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, ANAG, de renforcer ses capacités techniques et opérationnelles dans ces 3 localités de la Haute-Guinée. Nous vous rassurons que ces outils informatiques et le matériel roulant que nous venons donc de bénéficier seront utilisés à bon escient. Nous allons dès les premières semaines qui arrivent prendre donc le terrain pour se rassurer, si vous voulez, donc de leur utilisation et de leur distribution sur le terrain. Ce projet d'appui pour lutter contre l'insécurité alimentaire a été financé par le Japon à hauteur d'$1 million, soit 9 milliards 300 millions de francs guinéens. Comme annoncé au sommaire, la fête de Tabaski, c'est dans quelques jours. Avec cette tradition, l'immolation de moutons en guise de sacrifice. Mais cette année, le marché de bétail semble ne pas être à la portée des fidèles qui se plaignent du prix exorbitant des moutons. Constat dans ce reportage d'Ali Badra Kamara et Ibrahima Souri Kamara. L'Aïd el-Kabir signifie la grande fête par opposition avec l'Aïd el-Fitr, appelée petite fête. Cette fête est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est appelée Tabaski dans les pays musulmans en Afrique et le reste du monde. Elle a lieu le 10 du dernier mois du calendrier musulman. Pour cette année, nombreux sont ceux qui rallient des vendeurs de bétail, hommes,
femmes, tous venus à la recherche d'un bélier qui leur convient en guise de sacrifice. Malheureusement, le prix des bétails grimpe chaque année. Parce que le bélier, ça coûte cher. Et encore, il y a des gens qui vendent ça à 10 millions, 8 millions, 7 millions, 3 millions, 500. N'importe quel. Tu as vu, mais Dieu est grand. Parce que celui qui est en bas, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a pas là qu'on vend ça, comment on va gagner? Ce client trouvé en pleine négociation du prix, il se plaint de la cherté des prix. Bon, les vendeurs viennent de nous dire tout de suite que le prix des moutons vient de Mali, c'est 3 millions. Le mouton de Conakry, c'est 1 500 000, 1 800 000. Tu vois, donc c'est cher. Le prix est souvent fixé en fonction des qualités, comme le témoigne ce vendeur qui dit avoir pris les béliers au Mali. Il y a un 700, il y a un 800, il y a 2 millions. Dépendra de la grandeur de l'animal et la manière de gagner. Bien sûr, il y a une petite augmentation. Vous savez, chaque année, ça varie. Donc, quand il y a la variation, par exemple, nous partons au Mali pour acheter. On n'achète pas en Guinée. Ami Islam Kamara est la consul honoraire d'Ukraine en Guinée. Elle est aussi interpellée par ce devoir religieux. Elle demande à l'État de s'impliquer dans la fixation des prix. On ne fait qu'augmenter les prix, c'est vraiment difficile pour les temps qui courent pour le Guinéen. Aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir un bélier à ce prix-là. Donc moi, je lance un appel qu'on essaye de revoir les prix quand même, quand la fête s'approche comme ça. À rappeler que cette année, le plus petit des béliers est vendu à 1 million et le plus petit des bœufs est vendu à 4 millions francs guinéens. Ici, au marché des bétails de Yimbaya. Page noire, dans ce journal, Dr Mamoudou Bari a regagné sa dernière demeure ce lundi. Son corps a été inhumé dans son village natal à Boloroya en présence de plusieurs personnalités, parents et amis. La délégation a été conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ibrahima Diallo et Elhaj Aliouba étaient nos envoyés spéciaux. Voici leur reportage. Le cortège funèbre s'est ébranlé aux environs de 4 heures du matin, direction la ville Carrefour. La délégation est arrivée à 10 heures à la grande mosquée de Mamou où un hommage mérité a été rendu à Dr Mamoudou Bari. Même chose à Douné, puis à Bolaroya, son village natal. Son grand frère se dit apaisé. Je suis très heureux. Je suis très heureux de voir tout ce monde-là. Pour ça, moi je pleure, mais c'est plus des pleurs de joie que des pleurs de tristesse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que toute la Guinée est derrière nous et je suis très, très heureux. Plusieurs de ses compatriotes se sont mobilisés pour l'accompagner à sa dernière demeure. Parmi eux, ses amis venus de plusieurs endroits, notamment de son pays d'accueil, la France. La disparition de Mamoudou nous a mis dans un vide très profond et ça nous a plongé encore une fois dans une tristesse indescriptible. Ce qui serait bien, c'est déjà dans un premier temps soutenir la famille de feu Dr Bari, soutenir sa famille, donc sa femme, sa fille et sa mère notamment, et notamment ses frères et sœurs. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a conduit la délégation officielle. Il adresse quelques mots à la famille au nom du gouvernement. Ça fait une énorme perte pour nous et c'est pour cela que le président, depuis l'annonce de cette mort tragique, nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement en ce qui concerne le rapatriement du corps qui a été fait par notre ambassade à Paris, mais aussi la réception du corps à Conakry, le symposium à l'université de Sonfonia et le parcours à Mamou, à Douné, jusque dans son village ici. Dr Mamoudou Bari, enseignant-chercheur, est décédé le 20 juillet dernier en France suite à une agression raciste la veille. La veuve du docteur Mamoudou Bari, sous le choc suite à la mort tragique de son époux, compte maintenir le flambeau familial. Elle entend s'occuper de sa belle famille, si chère à son mari. On l'écoute. J'aimerais que vous transmettrez à ma belle-mère. Son fils est mort, mais moi je suis là. C'est le seul message que je peux passer. Si vous pouvez le transmettre à la famille qui est la nôtre, c'est tout ce que j'ai envie qu'elle sache. Mamoudou, c'est mon mari, mais c'est aussi mon frère. Il restera toujours mon mari. Sport.
sport, dans ce journal, la 6e édition de la compétition de tir à l'arc, le Grand Prix d'Abidjan, a démarré ce lundi dans la capitale ivoirienne. Pour ce début, 28 archers venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre s'affrontent sur la distance de 70 mètres. Toutefois, un retard a été enregistré dans le démarrage de la compétition. Abdoulaye Sadio Diallo est notre envoyé spécial. Voici son reportage. C'est à 19h15 que l'avion transportant la délégation guinéenne a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ensuite, elle s'est dirigée vers l'INJS, l'Institut national de jeunesse et des sports, situé dans le quartier Marcory. Ici, les 9 représentants guinéens retrouvent 3 autres compatriotes arrivés il y a une semaine pour participer à des séries de formation. Dans la journée de ce samedi, les athlètes ont effectué une reconnaissance du champ de tir. La présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc en a profité pour lancer un message aux athlètes. Notre participation à cette 11e édition, ce n'est pas une simple promenade. On est arrivé ici, c'est pour arracher des médailles d'or. C'est pour arracher des médailles d'or et pourquoi pas occuper de la première place. Le directeur technique national de tir à l'arc, lui, reste confiant quant à la réussite des archers guinéens dans les différentes compétitions. Ces 2 compétitions déjà sont qualificatives pour Tokyo 2020. L'objectif primaire ici, c'est d'avoir au moins un athlète qualifié pour les JO. Et je sais que ces jeunes-là seront capables de le faire parce qu'ils ont des atouts. Les 6 athlètes guinéens vont compétir sur des distances de 20, 50 et de 70 mètres. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas venus pour se balader à Abidjan. Donc moi, mon souhait cette année, c'est d'être la championne de 70 mètres. Qualifiée aux Jeux Olympiques. Je veux les médailles d'or sur 20 mètres, 50 et 70 mètres. L'État a mis les moyens nécessaires pour accompagner ses archers, soutient son émissaire. Oui, l'État a pris le billet d'avion aller-retour des archers et en plus l'équipement aussi pour le bon déroulement de cette compétition. Une information tacitement rejetée par les sportifs car certains parmi eux n'ont pas encore leur flèche au complet alors que la compétition, le Grand Prix d'Abidjan, débute lundi prochain. Une inquiétude donc pour ces archers qui prendront aussi part au tournoi international zone ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizokata prévu les 9 et 10 août prochains. D'autres pays comme le Togo, le Cameroun et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sont eux aussi déjà sur place. Abdoulaye Sadio Diallo, Abidjan, Espace TV. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale. Dans ce 22h, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés samedi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé samedi la présidence congolaise. En revanche, 6 autres personnes admises dont les résultats ont été testés négatifs à 2 reprises ont été libérées vendredi, ajoute le communiqué. Suivez ces quelques réactions sur place. Elle présentait des signes qui sont liés peut-être à la maladie. Elle avait la fièvre, elle avait des douleurs abdominales, elle avait des céphalées, elle vomissait, elle faisait de la diarrhée. Alors on a dit, l'équipe de surveillance et d'investigation a préféré qu'elle fasse d'abord les tests. J'ai vu que c'était nécessaire d'exclure, parce qu'il devait d'abord passer par les tests pour voir ce qui n'allait pas. En tout cas, comme maintenant on vient de déclarer que c'est un non-cas, donc il n'y a pas la maladie, elle peut continuer le circuit normal de la vie. Nimesikia kufurahi juu kuona ginsi nilileta mtoto, nilikuwa nasikia kulia sana. Nikajiuliza kuona gimi nisipoteza mtoto wa Kenza, vraiment nikasikia kuregrete sana. Nilikuwa nalia vraiment sana. Mimi kuona ginsi nimemuona na itenye kwamo, nimesikia kufurahi. Le président américain Donald Trump qualifie de crime contre l'humanité les fusillades qui ont endeuillé les États-Unis ce week-end, en estimant que le pays se devait de condamner l'idéologie de suprémacisme blanc suspectée d'être à l'œuvre dans les 2 cas de drame. On écoute le président américain. These barbaric slaughters
are an assault upon our communities, an attack upon our nation, and a crime against all of humanity. We are outraged and sickened by this monstrous evil, the cruelty, the hatred, the malice, the bloodshed, and the terror. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.